Merci Edouard de m'avoir invité là pour pouvoir partager avec vous mes connaissances sur l'hydrologie et la circulation. Je me focaliserai essentiellement en fait sur l'Atlantique et le nord de l'Atlantique Nord, qui est le domaine que je connais le mieux. Voilà. Ok. Donc, comme ça a été déjà illustré ce matin, les enveloppes fluides, que ce soit l'atmosphère ou l'océan, jouent un rôle très important dans le système climatique. En particulier, voilà, pardon, excusez-moi. En particulier, comme c'est illustré ici, à partir de travaux de Trenben et Caron, donc qui sont des collègues. En particulier, comme il est illustré ici à partir de travaux de collègues américains Trenben et Caron ou de collègues français Ganacho et américains Wunsch, ce que l'on peut voir, c'est que le transport de chaleur par les enveloppes fluides, qui est représenté ici par la courbe bleue, avec un transport vers le nord qui est positif et un transport de chaleur vers le sud qui est négatif, pour l'équateur étant positionné ici, les pôles aux extrémités. Donc ce transport de chaleur, en fait, permet d'évacuer vers les moyennes latitudes et les latitudes polaires l'excès de chaleur qui est apporté par le rayonnement solaire incident au niveau de l'équateur. Alors ce que l'on voit, c'est que si l'on décompose ce transport total de chaleur par les enveloppes fluides en un transport de chaleur par l'atmosphère et un transport de chaleur par l'océan, la contribution atmosphérique est dominante, mais la contribution océanique est absolument pas négligeable, puisque à des latitudes de 20 degrés nord, par exemple, le transport de chaleur par l'océan est de l'ordre de 2 pétawatts, sont 10 puissance 15 watts, alors que le transport atmosphérique total, et presque atmosphérique d'ailleurs aussi, cumule à des valeurs proches de 6 pétawatts. Ce qui a été dit aussi ce matin, c'est que ce qui a été fait remarquer, c'était la symétrie en fait par rapport à l'équateur de ce transport de chaleur, une symétrie que l'on ne retrouve pas totalement au niveau océanique. Alors, ce qui est important de voir, c'est que ces résultats ont été dérivés uniquement d'analyses météorologiques, en fait, c'est en combinant des données observées au niveau de l'atmosphère et un modèle météo, et que finalement la contribution de l'océan est simplement un résidu de calcul. Alors là, j'ai mis ici la courbe de droite pour indiquer les points océaniques que l'on pouvait avoir. Ces points sont en particulier les points noirs, donc qui sont dus à une étude Alexandre Ganacho et Karl Wunsch. On voit qu'ils sont relativement peu nombreux, compatibles avec les résultats de l'analyse atmosphérique, et ils sont peu nombreux à cause de la difficulté qu'il y a à obtenir de tels estimateurs qui demandent à une latitude donnée d'avoir échantillonné avec une résolution spatiale tout à fait importante, qui est de l'ordre de 30 à 50 km, finalement, les océans mondiaux. Voilà. Alors, ce qui a été aussi mentionné ce matin, que je remontre ici d'une façon tout à fait différente, d'après des travaux qui sont des travaux de l'INTALE, publiés en 2003. Donc l'INTALE travaille sur la côte ouest des États-Unis, à San Diego, qui a fait une compilation d'un grand nombre de données océaniques et qui, à partir de cette compilation, a calculé le transport de chaleur le long de quelques sections. Ce transport de chaleur, en fait, on peut voir que dans le Pacifique, il suit la moyenne globale que l'on a pu voir, c'est-à-dire... Il suit la moyenne globale... que l'on a pu mettre en évidence, c'est-à-dire un transport de chaleur vers le nord dans l'hémisphère nord, puisque les transports de chaleur vers le nord sont indiqués de façon positive, et un transport de chaleur vers le sud dans l'hémisphère sud. Pour l'océan Indien aussi, on retrouve un transport de chaleur vers le sud dans l'hémisphère sud. Par contre, ce n'est pas le cas pour l'Atlantique Nord, où l'on voit que dans cet océan, finalement, on a un transport de chaleur vers le nord
aussi bien dans le bassin Atlantique Sud que dans le bassin Atlantique Nord. Alors, peut-être ça. Non. Okay. Voilà. Alors, les océanographes savent que la raison à cet état de fait est liée à ce qu'on appelle la circulation thermohaline ou le grand tapis roulant, qui est représenté ici par un schéma qui est dû au groupe intergouvernemental d'études du changement climatique. Alors, bien sûr, c'est un schéma, c'est-à-dire que la réalité est beaucoup plus complexe. La circulation océanique, comme on le verra, fourmille de plein de détails qui ne sont pas repris ici. Simplement, ce qui est montré, c'est la circulation de surface, donc qui est des couches de surface, disons plutôt, qui est indiquée en orange, et la circulation de fond, qui est indiquée avec des couleurs, qui est une couleur qui est une couleur bleue. Alors, la source, en fait, de cette circulation, c'est la possibilité qu'ont les masses d'eau de surface, grâce à des échanges air-mer qui sont extrêmement vigoureux, qui ont lieu en hiver et qui permettent aux masses d'eau de surface de perdre beaucoup de chaleur vers l'atmosphère, de gagner en densité et donc de quitter la couche de surface et d'atteindre la couche profonde. Et ainsi de mettre en mouvement cette circulation mondiale, donc qui est la circulation thermohaline. Alors, les régions où ce phénomène existe, qu'on appelle phénomène de convection profonde, sont la mer du Labrador, la mer du Groenland et aussi la région autour de l'Antarctique, bon, qui est essentiellement modélisée ici comme étant la région autour de la mer de Weddell. Alors, ce que l'on comprend assez rapidement, c'est que dans l'Atlantique, effectivement, lié à cette circulation thermohaline, on a un transport vers le nord, que ce soit dans le bassin sud ou dans le bassin nord, d'eau chaude, qui est compensé au niveau masse par un transport vers le sud, à la fois dans le bassin sud et dans le bassin nord, d'eau froide. Donc c'est ce qui crée en fait ce transport de chaleur vers le nord dans tout cet océan. Alors ça, c'est quelque chose qui est repris ici, mais qui a été compris extrêmement tôt par les océanographes, et en particulier par Henry Stommel, qui, en 1958, a proposé en fait ce schéma de circulation de l'Atlantique comme la superposition en fait d'un mode thermohalin que l'on retrouve ici, alors qui est modélisé par une plongée d'eau entre la couche de surface ici et la couche la plus profonde, qui a lieu au nord de l'Atlantique Nord, un écoulement d'eau vers le sud le long du bord ouest de l'océan Atlantique et une remontée d'eau au sud de l'Atlantique, et pour conserver la masse en fait, un courant vers le nord dans la couche de surface. Alors bien sûr, on sait que l'océan n'est pas uniquement mis en mouvement par cette convection profonde, l'océan est aussi mis en mouvement par le vent, et en particulier la couche de surface océanique répond au forçage éolien. Alors ce qui est représenté dans cette deuxième figure, en fait, c'est la réponse de la couche de surface au forçage éolien. Alors on peut retrouver, par exemple ici, ce qu'on appelle le gire subtropical, qui est la réponse de l'Atlantique Nord au forçage éolien lié à l'anticyclone des Açores. De même, ici est représentée la réponse de l'Atlantique Sud au forçage éolien lié à l'anticyclone de Sainte-Hélène. Plus au nord, on trouve la réponse ici liée à la dépression d'Islande. Alors, au final, si on additionne en fait ces deux modes de circulation océanique, la circulation thermohaline et la circulation forcée par le vent, on obtient pour la couche de surface ce schéma et pour la couche de fond ce schéma-là. Alors la couche de fond, le schéma est certainement beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on a simplement un écoulement le long du bord ouest du nord vers le sud. Alors ce qui est tout à fait remarquable, c'est que
ce modèle a été proposé alors qu'aucune observation de ce courant profond de bord ouest n'existait. Alors vous pouvez vous demander pourquoi ce courant profond, pourquoi sur le bord ouest océanique. En fait, c'est simplement lié au fait que la Terre est en rotation et cette rotation de la Terre additionnée au fait que les océans ont des bords formés par les continents force un écoulement le long du bord ouest océanique. Alors dans la couche de surface, ce qui frappe tout de suite, c'est la dissymétrie en fait entre l'intensité de la circulation de surface dans l'Atlantique Nord et l'intensité de la circulation de surface dans l'Atlantique Sud, celle de l'Atlantique Nord étant beaucoup plus intense. Et c'est quelque chose qui est effectivement observé en réalité. Et la raison, c'est que dans l'Atlantique Nord, en fait, le mode thermohalin et le mode éolien s'additionnent, alors que dans l'Atlantique Sud, le mode thermohalin et le mode éolien se soustraient. Et l'on voit aussi, on comprend immédiatement en regardant ce schéma, que finalement, au total, le bilan net de transport, il est d'eau chaude, puisque c'est la couche de surface, et vers le nord, à la fois dans l'Atlantique Sud et dans l'Atlantique Nord. Alors, on sait qu'il suffit de lire la presse, qu'il y a un intérêt tout à fait formidable pour le futur en fait de cette circulation thermohaline, qui est lié au fait que les modèles de climat, et en particulier ceux dont les résultats sont compilés par le GIEC, font une projection de l'intensité de la cellule méridienne de circulation en Atlantique, qui prévoit une diminution de cette cellule méridienne de circulation à horizon 2100. Alors bon, bien sûr, il y a des divergences entre ces modèles, mais qui seraient de l'ordre de 25%. Et comparé à ces prévisions, finalement, il y a extrêmement peu d'observations in situ qui permettent d'avoir une indication relativement précise de la variabilité actuelle de cette cellule méridienne de circulation. Alors, cet article a déjà été cité par Edouard ce matin. Donc, c'est une des rares données que l'on puisse avoir au jour d'aujourd'hui, finalement, ou en tout cas en 2005, puisque vous verrez que les choses ont changé un peu depuis. C'était une des rares données qu'on avait en 2005, tentant d'estimer, en fait, la variabilité de cette circulation thermohaline en Atlantique à partir d'observations qui ont été réalisées à 25 degrés nord pour différentes époques. Et puis, donc, ce qui a été commenté ce matin, c'était cette courbe qui montrait, donc ça c'est ce qu'on appelle l'estimation originale, qui montrait entre les années 1957 et puis l'année 2003 ou 2004, je ne me rappelle plus, une diminution finalement de l'amplitude de la cellule méridienne de circulation en Atlantique de 23 sverdrup à 15 sverdrup, donc ce qui était quelque chose qui était extrêmement fort, même comparé aux prévisions qui étaient faites par le GIEC et qui arrivaient en fait sur des échelles de temps beaucoup plus faibles. Depuis, en fait, premières estimations ont été corrigées puisque nos collègues anglais qui travaillent en fait à Southampton se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas pris en compte la variabilité saisonnière de la circulation. Donc, ce qui donne en fait la courbe corrigée en pointillé, où on voit une variabilité qui est beaucoup moins forte et une décroissance entre 1957 et puis les débuts des années 2000 qui est beaucoup moins forte et qui est même non significative si on se rappelle, en relisant le papier, que l'erreur sur chaque estimateur est de l'ordre de 6 sverdrup. Alors je vous rappelle qu'un sverdrup, c'est 1 million de mètres cubes par seconde. Alors, par contre, on a plus d'informations sur ce qui se passe dans les zones de convection, c'est-à-dire de formation d'eau profonde, c'est-à-dire là où l'eau est transférée en fait entre les couches de surface et les couches profondes.
Alors ce que je vous présente là, c'est une étude qui est due à un collègue, Igor Yachayev, qui est un collègue russe qui travaille au Canada et qui montre la variabilité de la convection profonde en mer du Labrador. Alors ce qui est représenté, c'est la salinité de l'océan le long d'une ligne qui va du Labrador, là, au niveau du Canada, jusqu'au Groenland, puis après qui traverse l'Atlantique Nord en s'approchant de l'Islande et en finissant au niveau de l'Écosse. Donc ici on a le Canada, le Groenland, la continuation de l'Islande en fait qui est la ride de Reykjanes, et puis l'Europe. Alors, la formation d'eau profonde, la convection profonde, se passe essentiellement en mer du Labrador. Il y en a un peu aussi dans cette mer qu'on appelle la mer d'Irminger. Se passe essentiellement en mer du Labrador, et c'est illustré ici pour l'année 1994, qui était une année où la convection profonde a été très forte. Alors, qui dit convection dit formation d'eau extrêmement homogène. Donc on voit ici une masse d'eau qui a, puisque mélange important, on voit ici une masse d'eau qui a une salinité pratiquement constante. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, d'une année à l'autre, si on se réfère aux données de 1966 ou aux données de 2004, la convection, finalement, l'intensité de la convection varie, puisque en 66 ou en 2004, on avait une convection qui était une convection beaucoup moins profonde. Donc, on anticipe que le transfert, en fait, de cette eau de la couche de surface à la couche profonde était beaucoup plus faible. On peut illustrer ce résultat avec une série temporelle qui part cette fois des années 70 jusqu'à l'année 2009. Donc c'est une publication extrêmement récente, où ici est représentée la variation en fonction de la profondeur et en fonction du temps de la salinité, et puis ce qui est représenté aussi, c'est la température. Et on retrouve donc cette période de début des années 90, où la convection en mer du Labrador a été très forte, on le voit tant au niveau du signal de salinité qu'au niveau du signal de température. On se rend compte qu'aussi, au milieu des années 70, on a eu des épisodes aussi de convection relativement intenses. Actuellement, la convection est beaucoup moins forte. Et d'ailleurs, on peut remarquer que le fait que la convection est moins intense se traduit aussi par une augmentation à la fois de la température et de la salinité de l'eau en mer du Labrador, alors avec des valeurs qui, au milieu des années 90, étaient de l'ordre de 2,7 degrés Celsius, et maintenant on est à des valeurs supérieures à 3,5 degrés Celsius. Alors, comme le disait Annie, on est sur des valeurs qui sont beaucoup plus fortes que le réchauffement anthropique qui a été mentionné ce matin par Édouard, et qui, sur 50 ans, à ces profondeurs-là, est de l'ordre de quelques dixièmes de degrés centigrades uniquement. Donc là, on a aussi une illustration de la variabilité océanique. Alors, on sait que finalement, cette convection en mer du Labrador est modulée par l'intensité d'une oscillation atmosphérique qui est l'oscillation nord-atlantique, donc qui est illustré ici par un schéma qui est dû à Martin Wiesbeck, qui est un océanographe qui travaille actuellement à Kiel. Alors, cette série temporelle que j'ai reprise à partir du site de la NOAA hier montre que cette oscillation est passée par des valeurs négatives au milieu des années 60 pour atteindre des valeurs positives, fortement positives au milieu des années 90, et depuis cette oscillation repart sur des années négatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on a une oscillation positive, alors déjà l'oscillation elle est définie comme étant la différence de pression entre la dépression d'Islande et puis l'anticyclone des Açores, donc de pression de surface.
Donc quand on a une valeur positive de l'oscillation nord-atlantique, ça veut dire que la différence de pression entre l'Islande et l'anticyclone des Açores augmente, et ça veut dire en fait que finalement le vent moyen de surface entre ces deux positions géographiques augmente, c'est-à-dire qu'on a typiquement plus de tempêtes. Alors il y a d'autres effets qui sont montrés ici par des couleurs. Donc en jaune, on a les régions où, lors d'un mode positif de l'oscillation nord-atlantique, on aura un climat qui sera plus sec. Et puis en bleu et blanc, c'est là où il pleut plus. Alors ce que l'on remarque, c'est que quand on a un index qui est positif, en mer du Labrador, on a des vents qui sont plus forts et des masses d'air qui sont plus sèches. Donc, ce qui permet en fait en hiver d'avoir une évaporation et donc un refroidissement beaucoup plus important de la masse d'eau, ce qui favorise la convection profonde, et c'est bien ce qui a été observé dans les années 90, c'est ce que je viens d'illustrer. Et donc, ces années 90 correspondaient à un indice de l'oscillation nord-atlantique qui était positif. Donc actuellement, on est plutôt sur des valeurs neutres, voire négatives. Donc on est plutôt dans un schéma tel que celui-là, avec moins de vent, en fait, finalement, en mer du Labrador, plus d'humidité, donc ce qui est sur des conditions qui sont peu favorables à la convection profonde. Et c'est ce qu'on observe aussi. Et puis, on a normalement une période plutôt sèche sur le nord de l'Europe. Alors, ce que j'ai aussi illustré ici, d'après un travail d'un collègue russe qui travaille à Moscou, donc Artyom Sarafanov, c'est que le fait qu'au niveau de ces zones de convection, on a un changement de masse d'eau. Alors, excusez-moi, mais ici, on a une situation pour une valeur basse, c'est-à-dire négative en fait de l'index NAO, et puis des valeurs positives ici. C'est un peu comme le temps, quelquefois il va dans un sens ou dans l'autre. Bon là, c'est pas vous retrouvez ici le négatif, et le négatif est là. Bon, ce qui n'empêche que dans les périodes positives, en fait, le centre des gyres au niveau de la mer du Labrador et au niveau de la mer d'Irminger, en fait, sont beaucoup plus denses, ce qui augmente le gradient en fait horizontal de pression dans ces océans, et ce qui a tendance à intensifier la circulation de surface au moins, la circulation dans les 1000 ou 2000 premiers mètres dans ces océans. Donc ça aussi, c'est une caractéristique, c'est-à-dire que dans les périodes de NAO négatives, ici, comme actuellement, on a des circulations finalement océaniques qui sont plus faibles que dans les périodes NAO positives. Alors, quel impact cela peut avoir sur la circulation thermohaline et puis la cellule méridienne de circulation ou cellule méridienne de retournement, pour calquer mieux à l'anglais? Alors, évidemment, comme je disais, on n'a pas d'observation. Par contre, il y a des modèles d'océans qui donnent des indications sur ce qui pourrait se passer. Donc là, ce sont des résultats qui ont été obtenus par l'équipe de Klaus Böning, publié en 2005, à partir d'un modèle d'océan à très haute résolution spatiale. Alors, ce qu'on appelle très haute résolution spatiale, c'est le 12e de degré, c'est-à-dire qu'on a une résolution spatiale qui est de l'ordre de 10 km pour l'océan Atlantique, qui est modélisé ici, ce qui est a priori ce qui est nécessaire pour résoudre en fait toutes les petites structures tourbillonnaires que l'on trouve dans l'océan, qui sont l'analogue des dépressions et anticyclones de l'atmosphère, mais qui ont des structures spatiales beaucoup plus petites dans l'océan. Donc ce modèle, il est forcé par les observations météorologiques qui ont été assimilées dans des modèles météorologiques dans le cadre de réanalyse atmosphérique.
Et ce que l'on voit, donc les périodes en fait de forte convection ont été identifiées ici. Donc on retrouve ce que j'avais mentionné tout à l'heure, c'est les années 74, milieu des années 70 et milieu des années 90. Et ce que l'on voit, c'est que ces périodes en fait sont associées à des anomalies qui sont des anomalies positives de la MOC, donc la cellule méridienne de retournement. Donc, ce qui est représenté ici, c'est l'intensité de la cellule méridienne de retournement en fonction du temps et en fonction de la latitude dans l'Atlantique. Et ce que l'on peut déduire aussi de ce schéma, donc, c'est qu'il y a une propagation en fait de ces anomalies relativement rapide en fonction de la latitude. Alors, ces anomalies sont de quelques Sverdrup. Typiquement, là, on est en face ici, il y a une anomalie qui est de l'ordre de 1 à 1 Sverdrup et demi. Et ce que l'on voit aussi, c'est ce que on s'attend actuellement à, d'après ce modèle, à avoir, depuis les années milieu des années 90, finalement, une diminution de l'amplitude de la cellule méridienne de retournement en Atlantique. Alors, évidemment, le challenge pour nous, océanographes, c'est de voir si, à partir d'observations, il est possible de mettre en évidence une telle diminution. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire en utilisant les données d'une campagne donc, qui s'appelle la campagne Ovid, qui a lieu tous les 2 ans sur un navire de la flotte nationale qui est géré par l'Ifremer et qui fait des mesures entre la péninsule ibérique et le Groenland. Alors c'est un tracé qui est un peu différent d'une radiale qui avait été occupée par nos collègues anglais en 1997, mais les résultats sont tout à fait comparables. Nous avons préféré en fait être plutôt perpendiculaires au courant majeur de l'Atlantique Nord. Donc cette radiale, ce qui est illustré ici, en fait, c'est les principaux courants qui sont intersectés par la radiale Ovid. Sur cette section, vous voyez en fait la température de l'océan telle que ça a été mesuré, avec une couche de surface qui est une couche de surface chaude. Donc on a bien un transport d'eau chaude vers le nord, et puis une couche de surface qui est une couche profonde, qui est une couche profonde froide, et donc avec un transport qui est vers le sud. Donc on retrouve bien le schéma général de circulation en Atlantique. Ce qui est illustré aussi sur ce schéma, c'est que pour alimenter la couche profonde froide, l'eau qui est transportée vers le nord par ce courant qui est le courant nord-atlantique, qui est la continuation en fait au niveau de l'Atlantique nord du Gulf Stream, doit subir en fait une forte transformation, puisqu'on a ici à des températures qui sont de l'ordre de disons 14 degrés, et ici on a des températures qui sont plus proches de 4 degrés, quoi. Donc doit être fortement refroidi. Ce refroidissement a lieu via des échanges air-mer extrêmement forts dans le bassin d'Islande et en mer d'Irminger, ainsi qu'en mer du Groenland. Alors, une des difficultés à partir des observations que l'on fait, c'est d'être capable d'estimer les courants. On n'a pas de moyens au jour d'aujourd'hui d'estimer de façon, en tout cas avec la précision dont on a besoin, de façon directe les courants. Donc on utilise en fait ce qu'on appelle l'équilibre géostrophique, et qui nous permet, à partir de mesures de température et de salinité qui sont effectuées à chaque fois que vous voyez une barre en fait sur l'axe du haut de ce schéma, entre l'Espagne qui est ici et le Groenland qui est ici. À partir de ces mesures de température et de salinité, on a déduit la densité, et la variation horizontale de la densité qui est reproduite ici nous permet d'avoir une idée en fait de la variation en fonction de la verticale du courant horizontal. Donc c'est ce qui est représenté ici après intégration à partir d'un niveau qu'on appelle un niveau de référence, où nous avons fait l'hypothèse, non réaliste bien sûr, que la vitesse était nulle.
Alors, ce que l'on voit, c'est que finalement, les courants les plus intenses sont retrouvés là où les gradients horizontaux de densité sont les plus forts. Et puis que finalement, on est quand même relativement loin du schéma très simple qui vous était proposé précédemment, et que l'océan, quand on le mesure, finalement, on voit de façon alternée des bandes de courants positifs qui sont illustrées ici en rouge, et puis des bandes de courants négatifs qui sont illustrées ici en bleu. Et puis on voit aussi des dynamiques relativement différentes, puisque dans cette région, on voit finalement peu de variations en fonction de la verticale de la vitesse de l'océan, alors qu'ici, on a l'impression que l'essentiel de l'énergie est finalement positionné en surface. Alors, ce que l'on fait, c'est pour déterminer le champ de courant absolu, c'est d'utiliser des mesures relativement précises qu'on a de la vitesse du courant à partir du bateau, en utilisant une technique qui s'appelle une technique acoustique Doppler. Et on a ici illustré en fonction d'une certaine distance, donc là vous avez à peu près 35 km ici, les mesures en fonction de la profondeur effectuées à partir du bateau, du courant absolu cette fois. Et on utilise donc ces mesures pour estimer le courant absolu, qui est représenté ici à partir de nos mesures de température et de salinité. Alors, connaissant maintenant le courant absolu, qui peut être utilisé qui peut être estimé pour chaque répétition de la section ovine, donc entre 97 et puis ici, ce qui est montré, c'est jusqu'à 2006. J'aurai d'autres exemples où on va jusqu'à 2010. On peut calculer le transport de différents courants. Là, ce qu'on retrouve, c'est le transport du courant nord-atlantique, et ici, c'est la variation du transport de chaleur. Donc on voit qu'on a une certaine variabilité à la fois des transports de courant et des transports de chaleur, qui peut être même très importante, puisqu'on voit en fonction des campagnes, on a un transport de chaleur qui varie entre 0,3 pétawatts et 0,7 pétawatts. Donc la variabilité sur des échelles de temps courtes est forte dans l'océan. Ce que j'illustrais ici aussi, c'est qu'on aurait pu estimer le courant absolu à partir des données altimétriques, plutôt que d'utiliser des mesures de courant à partir du bateau. Simplement, on aurait des incertitudes un tout petit peu plus grandes sur nos estimations, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les données altimétriques ne permettent pas de résoudre les petites échelles océaniques, contrairement aux données qui sont mesurées à partir du bateau, ce qui sera d'ailleurs corrigé dans un futur relativement proche, quand nous disposerons d'altimétrie à haute résolution. Donc on voit l'importance sur cet exemple et sur d'autres exemples d'améliorer encore la qualité et la résolution spatiale des données altimétriques. Alors, ce qui est illustré ici, maintenant, c'est pour une période de temps allant de 97 à 2010, sont les grands équilibres de la circulation océanique à travers cette radiale ovide. Alors, on retrouve dans la couche de surface le transport vers le nord lié à la branche supérieure de la cellule méridienne de retournement, avec une variabilité que je commenterai plus en détail tout à l'heure. Et puis, ce transport vers le nord est équilibré par un transport vers le sud sur le bord ouest de l'océan, donc comme ça avait été prédit par Henri Stommel et son modèle présenté tout à l'heure, modulé aussi par une certaine recirculation océanique dans ces deux bassins. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, le bilan net dans tout ce qui est Atlantique Nord-Est est relativement faible et, pour nos calculs, pourrait éventuellement être négligé. Alors, ce que l'on comprend immédiatement, c'est que si on est intéressé par une mesure à plus haute fréquence que ce qui est disponible actuellement
de l'intensité de la cellule méridienne de circulation, une possibilité serait d'être capable, à partir de mesures pérennes, serait d'estimer en fait le transport de cette couche chaude. Et c'est ce que je vais vous montrer. C'est effectivement possible de le faire à partir des données altimétriques et à partir de données Argo. Donc je reviendrai là-dessus dans un instant. Donc ça, je passe. Donc la variabilité qui est observée là, c'est pour la cellule méridienne de circulation. Elle est relativement importante. Elle varie entre nos observations en juin 2006, on avait une valeur qui était de 11 Sverdrup. En 97, qui était l'observation la plus importante, elle était de 18 Sverdrup. Alors là, sur des valeurs ponctuelles, et nous ne sommes, à partir de ces données, pas capables d'associer des échelles de temps à ces observations. Donc, pour associer des échelles de temps, il nous faut une série temporelle avec une fréquence d'observation plus importante. Et cette série temporelle, donc, je vais l'obtenir en utilisant à la fois les données altimétriques et les données Argo. Donc je ne reviens pas sur ce qu'est les données Argo, puisque Annick Aznav vient de vous le présenter. Donc ce sont des données qui sont simplement obtenues par des données de température et salinité, qui sont obtenues par des instruments autonomes qui dérivent librement dans l'océan. Et ce que l'on voit, c'est que, alors ça c'est un exemple qui vous permet de visualiser ce que l'on peut obtenir tous les 10 jours, puisque la résolution spatiale temporelle permise par les données Argo et les données altimétriques est de 10 jours. Tous les 10 jours, nous sommes capables de calculer la vitesse, en fait, perpendiculaire à la section au vide, entre le Groenland et la péninsule ibérique. Et à partir de cette vitesse, d'estimer le transport vers le nord associé à la branche supérieure de la cellule méridienne de circulation. Donc, l'indice qui est reconstruit à partir des données altimétriques et des données Argo est présenté ici en vert. Donc, c'est la ligne qui a le plus en fait de variabilité, une version lissée de ces observations est aussi présentée avec un trait qui est un peu plus épais. Alors ce que l'on voit, c'est qu'il y a un excellent accord avec nos observations qui ont été ponctuelles, qui sont les points rouges. En particulier ici, on a un excellent accord, mais c'est un accord qui est uniquement au moment de la campagne. Donc la donnée, en fait, la donnée reconstruite nous permet de résoudre des échelles de temps beaucoup plus variées. Ce que nous avons fait aussi, c'est d'étendre en fait cette reconstruction jusqu'au début de la période altimétrique, dans les années 93, en utilisant une stratification qui était une stratification constante. Et on voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la courbe bleue et la courbe verte, au moins pour les tendances à long terme. Et puis, on a un point en 97 aussi qui nous permet de valider cette approche. Donc, ceci est la première reconstruction, en fait, qui ait jamais été faite de la cellule méridienne, variabilité de la cellule méridienne de circulation en Atlantique Nord sur des échelles de temps aussi importantes. Alors, ce qui nous a fortement surpris, finalement, et pour le moment, nous n'avons pas d'explication, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une variabilité à échelle, alors pas tout à fait décennale, hein, c'est plutôt 9 ans, dont il va falloir qu'on se penche là-dessus et qu'on essaie de comprendre l'origine. Il y a aussi une tendance finalement linéaire à une décroissance de la cellule méridienne, de l'amplitude de la cellule méridienne de circulation, de l'ordre de 2 millions de mètres cubes par seconde depuis le milieu des années 90. Et c'est un ordre de grandeur qui colle tout à fait finalement avec les résultats de modélisation tels que j'ai pu les présenter tout à l'heure, et ce qui nous satisfait. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à la baisse? Alors une des explications
Ça reprend un des arguments qui a été donné par Annie Cazenave tout à l'heure, c'est de relier finalement cette tendance à la baisse à la variabilité naturelle de l'océan. En tout cas, naturel, on pourra en discuter, mais variabilité de l'océan forcée par l'oscillation nord-atlantique. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui, finalement, si les phases de l'oscillation nord-atlantique varient en relation avec le forçage anthropique. Je crois que ça, c'est un débat qui est ouvert, mais étant donné les phases de l'oscillation nord-atlantique et le fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une phase qui est plutôt décroissante depuis le milieu des années 1995. Ce que l'on a pu mesurer, alors en utilisant les données altimétriques qui sont en rouge ou en utilisant des résultats de modèles aussi qui sont repris en bleu et qui permettent de remonter finalement dans le temps jusqu'aux années 1965. Et en calculant le premier mode de variabilité en fait de l'océan, ce que l'on voit, c'est qu'ici, on a une décroissance de ce premier mode de variabilité océanique depuis le milieu des années 95, que cette décroissance correspond en fait à un ralentissement de la circulation cyclonique dans la région de nos mesures. Et c'est-à-dire qu'un ralentissement, en fait, ici, à l'endroit où est positionnée la dérive nord-atlantique, et aussi un ralentissement à l'endroit où est positionné l'export d'eau froide vers le sud. Donc on s'attend finalement à avoir un ralentissement en moyenne entre les années 95 et les années 2010 dans cette région, et dans cette région, donc forcément un ralentissement de la cellule méridienne de circulation en Atlantique. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette cellule méridienne de circulation, comme c'est illustré ici, donc son amplitude est totalement relié au transport de chaleur par l'océan. On voit que quand on a une cellule méridienne de circulation qui est faible, on a un transport de chaleur par l'océan qui est faible. Donc ce ralentissement de à peu près 2 heures de l'amplitude de la cellule méridienne de circulation depuis le milieu des années 2000 doit être associé à une diminution, alors qu'on peut calculer, c'est un peu inférieur à 0,1 pétawatt, du transport de chaleur vers le nord entre le Groenland et l'Écosse. Partant de là, on pourrait s'attendre à ce que finalement, au nord de la section Ovide, on ait un refroidissement en fait des masses d'eau, et non, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que si on regarde ici l'évolution en fonction du temps du contenu thermique de l'océan, alors j'ai pris ici une illustration, c'est pour l'océan Atlantique subpolaire. Finalement, ce que l'on voit, c'est que depuis les années 95, finalement, on a une augmentation du contenu thermique de l'océan. Et globalement, quand on a des périodes qui sont des périodes NAO+, on a un contenu thermique de l'océan qui est subpolaire, Atlantique subpolaire, qui est plutôt faible, et quand on a des périodes NAO- ou neutres, on a un contenu thermique qui est plutôt fort. Alors bien sûr, ce contenu thermique va jouer sur le niveau de la mer, comme l'a expliqué Annie Cazenave, d'où la relation en fait entre le niveau de la mer et l'oscillation nord-atlantique. Et ce que l'on voit aussi sur la figure de droite, qui représente de façon simplifiée la température des couches de surface. Ici, on a des températures chaudes et ici, on a des températures plutôt froides. Pour les années 90, donc NAO+, et les années 99, donc NAO neutre ou moins, c'est que, passant d'une phase NAO+, à une phase NAO-, on a un envahissement du gire subpolaire avec de l'eau chaude. Donc, cet envahissement, finalement, on peut montrer qu'il est lié au fait qu'entre ces deux périodes, 90 et 98, alors ça, ce sont des résultats qui ont été obtenus à partir de nouveau de simulations numériques en suivant avec une méthode qui est assez rigolote, qui permet de suivre dans le modèle finalement des marqueurs, des particules qui ont été marquées en température et salinité. Ce qui permet de voir que si on s'intéresse aux masses d'eau ici dans le bassin d'Islande, quand on est dans une période NAO positive comme dans les années 90,
On a autant d'eau qui vient du gire subpolaire, donc c'est de l'eau froide, que du gire subtropical, avec une circulation qui est intense. Et par contre, dans les périodes NaO négatives, on a une dominance en fait d'eau en provenance du gire subtropical, donc ce qui explique cet afflux d'eau chaude vers le bassin d'Islande et in fine vers la mer du Labrador, parce que vous vous rappelez qu'au jour d'aujourd'hui, finalement, l'eau qui convecte en mer du Labrador, c'est plutôt de l'eau chaude, donc il y a plus, dans sa composition, il y a plus d'eau d'origine subtropicale. Mais, donc ça explique le réchauffement que l'on voit au niveau des masses d'eau, mais comme aussi on voit la circulation diminue, c'est le fait que la circulation diminue qu'on a au niveau transport de chaleur méridien, une diminution du transport de chaleur. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un mécanisme qui vient s'ajouter à ces deux mécanismes, c'est que il y a moins d'échanges air-mer en période actuelle, donc période NaO-, et qu'il y a moins de perte de chaleur aussi par l'océan, donc l'eau a tendance aussi à être plus chaude. Voilà, donc il est temps que je conclue. Donc ce que je vous ai montré, c'est que finalement il y a eu des études qui ont été motivées par les résultats de modélisation numérique qui avaient été obtenus par le GIEC, que l'on peut mettre en évidence dans le gire subpolaire une variabilité qui est extrêmement forte, dont les signaux sont supérieurs aux signaux anthropiques, quand ceux-ci sont moyennés sur l'océan mondial, en particulier en termes de réchauffement. Les résultats posent aussi un grand nombre de questions. Quelle est l'origine de la variabilité basse fréquence qui est observée au niveau de la cellule méridienne de circulation? Mais en tout cas, on est en train de donner aux modélisateurs finalement une série temporelle qui pourra être comparée de façon extrêmement profitable avec leurs résultats. Alors une question que l'on se pose, c'est effectivement si le déclin de l'amplitude de la cellule méridienne de circulation qu'on a observé entre le milieu des années 95 et puis actuellement au niveau d'Ovide va se propager au sud, et là il va falloir que l'on compare en fait nos observations aux observations qui sont réalisées dans le cadre d'un programme international sous leadership en Grand-Breton, disons, à 24 Nord. Donc ça, on a une conférence qui est prévue là-dessus début juillet. Et puis, on n'a pas encore tout compris sur les équilibres de chaleur au nord de la section Ovide. On ne comprend pas trop aussi les résultats qu'on obtient finalement à travers la section Ovide, qui n'inclut pas la mer du Labrador, semble tenir la route de façon globale. Finalement, on se pose la question, est-ce que finalement, si la mer du Labrador n'existait pas, ça changerait grand-chose? Voilà, donc on a encore plein de sujets de recherche. Voilà. Je vous remercie.